Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la deuxième vidéo de notre série. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des énergies pour une nouvelle civilisation possible, ainsi que ses procédés de production, dont certains existent depuis déjà assez longtemps, mais qui sont malheureusement restés ignorés jusqu'à présent. Cette énergie pourrait pourtant faire partie d'un cercle vertueux d'énergie, c'est-à-dire d'une chaîne auto-alimentée totalement propre et durable, si elle était mise en synergie avec d'autres énergies, que nous vous exposerons dans la prochaine vidéo complétant celle-ci. Merci de ne pas reproduire les vidéos de cette série, mais d'en donner les liens vers cette chaîne YouTube, si vous souhaitez les partager avec vos proches. Allons-y. Tout d'abord, lorsqu'une civilisation s'implante quelque part, elle a en tout premier lieu besoin d'énergie. Les bâtiments de production d'énergie doivent donc être les tout premiers à être construits, ce qui permet de construire plus facilement tout le reste. Commençons donc par exposer les énergies utilisées par cette nouvelle civilisation possible, puis, dans les vidéos qui suivront, nous vous décrirons les nouveaux bâtiments pour la produire. C'est parti. Connaissez-vous l'INPI? C'est l'Institut national pour la propriété intellectuelle. Sur ce site, il y a le registre national des brevets, qui répertorie tous les brevets d'invention qui ont été déposés et validés par le gouvernement. C'est pour éviter les contrefaçons et préserver les droits des inventeurs. Ce registre est consultable par tous, gratuitement sur Internet, c'est-à-dire depuis chez vous, et à n'importe quel moment. Il existe aussi l'équivalent de l'INPI, au niveau européen, c'est l'European Property Organization, l'EPO, comme la drogue utilisée pour améliorer les performances des sportifs. C'est marrant, rarara, parce qu'avec ce qui se trouve sur ce site, on aurait déjà pu commencer à améliorer les performances de la civilisation. Et depuis déjà bien longtemps. C'est comme caché à la vue de tous. Ça ne vous rappelle rien? Il existe même un autre équivalent au niveau mondial, qui s'appelle le World Intellectual Property Organization, le WIPO, W-I-P-O. Les registres de ces trois organismes sont gratuitement disponibles pour tous, sur Internet, afin de permettre aux inventeurs, avant de déposer un brevet, de vérifier qu'il n'existe pas déjà. Ainsi, nous allons tout d'abord aller nous promener sur le site européen de la propriété intellectuelle, l'EPO, et consulter son registre. Une fois que vous avez trouvé le site et son registre, puis que vous l'avez mis dans votre langue, si vous ne parlez pas l'anglais, vous allez ensuite taper dans la barre de recherche du registre européen, moteur à hydrogène. C'est la première technologie dont le monde a besoin. Et là, aux surprises, vous allez constater qu'il y a 10 pages de résultats, dont les brevets enregistrés comportent les deux mots, moteur, et hydrogène. Cela fait à peu près 100 brevets qui ont été acceptés. Mais ce ne sont pas tous des moteurs à hydrogène. Il y a aussi des brevets pour améliorer leur performance, pour stocker l'énergie, etc. Nous n'avons pas consulté les 10 pages, car nous y avons largement trouvé ce que nous cherchions, rien que sur les 2 premières pages. Et cela fait déjà 9 moteurs à hydrogène, rien que sur les 2 premières pages, dont près de la moitié qui sont totalement indépendants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'autres technologies, pour fournir ce que nous cherchions. De l'énergie électrique sans limite, produite à partir d'eau. De plus, certains d'entre eux désalinisent même l'eau, c'est-à-dire qu'ils peuvent même fonctionner avec l'eau de mer, et qu'ils produisent de l'énergie électrique, en même temps que de l'eau potable. Que demande le peuple? Certains de ces brevets ont été déposés depuis la fin des années 60. Vous pouvez maintenant vérifier tout cela, en mettant la vidéo sur pause. Par ailleurs, nous ne doutons pas que certaines armées en ont équipé au moins certains de leurs bateaux, même si cela n'est pas encore officiel. Car concernant les véhicules à hydrogène, vous devez aussi savoir que l'Allemagne a décidé depuis une dizaine d'années de faire rouler ses voitures avec de l'hydrogène, en renouvelant progressivement tout son parc automobile. Et qu'une voiture à hydrogène présente les mêmes performances qu'une voiture à essence, ou fonctionnant avec du gasoil. Il lui faut moins de 10 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, elle a une autonomie de plus de 700 km, ce qui peut être doublé en y installant 2 réservoirs, et il faut 3 à 4 minutes pour faire le plein d'un réservoir d'hydrogène. Les voitures à hydrogène présentent aussi tous les avantages de la voiture électrique, comme le fait d'être totalement propre et silencieuse, et aussi d'avoir un entretien mécanique simplifié, donc beaucoup moins coûteux. Il ne reste donc plus qu'à l'Allemagne qu'à mettre en place son maillage de stations-service à hydrogène, dans tout le pays. Avant d'aller plus loin, il faut ouvrir plusieurs parenthèses ici. Tout d'abord, on peut déjà se demander pourquoi la France, ou les États-Unis n'en font pas autant? Sommes-nous réellement plus cons que les Allemands? C'est pas impossible. Mais voyons tout cela un peu plus en détail. Henry Kissinger, conseiller à la Maison-Blanche depuis toujours, quelle que soit la couleur apparente du gouvernement, et dont nous avons le moindre équivalent en France, en la personne de l'ineffable Jack Attila, ces gens qui sont là depuis toujours, sans que personne ne sache qui les a mis, semblent avoir donné la réponse à cette épineuse question. Citation.
Celui qui contrôle l'approvisionnement en nourriture contrôle les gens. Celui qui contrôle l'énergie contrôle les continents. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. Fin de citation. Donc, si celui qui contrôle l'énergie contrôle les continents, cela veut dire aussi qu'il contrôle les États, car il les tient par où je pense. Cela est valable pour le pétrole, mais aussi pour l'énergie nucléaire. Et c'est là que l'on commence à comprendre pourquoi seule l'Allemagne est en transition vers l'hydrogène. Car la France et les États-Unis ont des grandes compagnies pétrolières, et des grandes compagnies de production d'électricité à partir du nucléaire. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Vous comprenez ? Il n'y a donc pas de lobby, c'est-à-dire de corruption légalisée, pour faire pression sur l'Allemagne, afin de l'empêcher de passer à l'hydrogène. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Même si c'est consternant pour ceux qui gardent leur pétrole, et leur nucléaire tout pourri. Néanmoins, l'autre raison qui a incité les États à utiliser l'énergie nucléaire au départ, dans les années 50, outre le fait de légitimer la pose de compteurs d'électricité, c'est parce que son processus de production crée un déchet, parmi tant d'autres, l'uranium. Cet uranium est ensuite utilisé pour créer des bombes atomiques, et des têtes de missiles pour percer les blindages. Ce sont donc essentiellement des raisons militaires, qui ont incité les États à fonctionner avec du nucléaire, au départ. Et comme l'Allemagne a été interdite d'avoir une armée après la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a aujourd'hui plus besoin de l'énergie nucléaire. Les bombes nucléaires sur son sol sont américaines. C'est aussi pourquoi elle est la première à passer à l'hydrogène. Toutefois, les raisons militaires ne devraient plus être un frein aujourd'hui pour passer à l'hydrogène, après plus de 70 ans pour se constituer des stocks d'uranium bien dégueux, et confortablement assis dans un fauteuil, champagne à la main, quand même pouvoir joyeusement effacer plein de civils de la surface de la planète, sans distinction d'âge. Ensuite, pour le moteur à hydrogène, on peut se demander encore, si ce moteur existe depuis les années 70, pourquoi cette technologie n'est disponible seulement que maintenant ? Eh bien c'est tout autant consternant car on vous l'a dit aussi, celui qui contrôle l'argent, contrôle le monde. Et quand ceux qui contrôlent l'argent, par les banques centrales, le FMI, la Banque mondiale et la BRI, sont les mêmes que ceux qui contrôlent l'énergie avec leurs grandes compagnies plus puissantes que la plupart des États, ou que leurs enfants sont mariés avec ceux des banquiers internationaux, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge, ni du pétrole ou du nucléaire. Parara. Ainsi, s'il aura fallu attendre presque un demi-siècle, pour que cette technologie apparaisse enfin, c'est parce que c'est le temps qu'il aura fallu à tout ce petit monde, pour trouver un moyen, de quand même vous mettre un compteur en début de chaîne, afin de ne pas contrarier le système financier des maîtres du monde. Du coup, les voitures à hydrogène de l'Allemagne, ne produisent pas de l'hydrogène, comme il serait pourtant facile de le faire, mais qu'elles ont besoin d'aller faire le plein, comme au temps du pétrole. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'ensemble du dispositif pour être totalement autonome en énergie, les voitures à hydrogène actuelles n'embarquent que la moitié du processus, afin de quand même les obliger à passer par la pompe. Et à la pompe, gling gling, le coût de l'hydrogène, qui est pourtant l'atome le plus abondant dans tout l'univers, il est comme par hasard, vendu au même prix que le pétrole raffiné. Sans blague. De cette façon, l'économie est préservée. Mais pas vos portefeuilles. C'est bête. L'économie en est même boostée, car si les coûts de production de l'hydrogène sont dérisoires par rapport à ceux du pétrole, surtout qu'il peut être produit sur place, donc alléger aussi des coûts de transport, mais que le prix de vente de l'hydrogène reste le même que celui du pétrole à la pompe, cela augmente considérablement les marges, et les bénéfices deviennent encore plus colossaux qu'avec les carburants classiques. Le panier pour spéculer s'élargit donc. Et oui, vous ne pensiez quand même pas que c'était pour faire un monde meilleur, si ? Eh bien non, car même s'il n'est pas présent à l'état naturel sur Terre, il est très facile de produire de l'hydrogène, et à un prix dérisoire. C'est une simple électrolyse, à partir d'eau pure. Et vous avez sans doute déjà fait cela, à l'école, en classe de 6e ou de 5e. En gros, il y a une cuve d'eau, dans laquelle on fait passer un courant électrique, ce qui casse la molécule d'eau, en produisant de l'hydrogène d'un côté, et de l'oxygène de l'autre côté, selon la polarité. Anode, cathode. Ça ne vous dit rien ? Cette production d'hydrogène, à partir de l'électrolyse de l'eau pure, serait pourtant facile à faire pour les voitures, puisque les stations à hydrogène de l'Allemagne produisent l'énergie nécessaire à cette électrolyse, à partir d'une seule éolienne par station, d'environ 30 mètres de haut, et de quelques panneaux solaires en complément. Et rien qu'avec ça, chacune de ces stations peut alimenter quand même plus de 800 voitures à hydrogène par an. Vous vous rendez compte ? Donc en faisant une simple règle de 3, pour calculer l'énergie nécessaire à une seule voiture, afin qu'elles puissent chacune produire leur propre hydrogène de la même façon que ces stations le font, il suffirait qu'elles comportent de petites éoliennes quelque part, et quelques panneaux solaires en complément sur leur toit. Pour cela, on pourrait par exemple, les équiper d'ailerons arrière, pour le design, et dont les 2 ou 3 supports de cet aileron, seraient en fait de petites éoliennes verticales.
et éventuellement aussi, de faire comme une aération devant, sur le capot, comme certaines voitures de course, de quelques centimètres de haut, surélevées à ses quatre coins, comprenant une hélice posée à plat en dessous, comme une roue. Avec ses 3 ou 4 petites éoliennes, et les panneaux solaires sur le toit, elle pourrait ainsi produire l'énergie nécessaire à l'électrolyse, avec le soleil, en roulant, et à l'arrêt, quelle que soit la direction du vent. Imitant ainsi les dispositifs des stations, ramenés à une seule voiture, pour sa propre consommation. Elle stockerait ensuite l'hydrogène produit dans leur réservoir, pour que leur moteur à hydrogène puisse ensuite fonctionner. Et on pourrait même imaginer, que ces voitures récupèrent l'eau de pluie, et le givre. Car pour être autonomes en énergie, il faudrait qu'elles embarquent de l'eau pure, au lieu d'embarquer de l'hydrogène comme actuellement. Et c'est largement possible, puisqu'un nouveau type de fontaine à eau, qui n'a pas besoin d'être raccordé au réseau d'eau, est déjà disponible à la vente, un peu partout sur Internet. On appelle ça des générateurs d'eau atmosphérique. Ces fontaines non raccordées au réseau d'eau, absorbent l'humidité de l'air, la filtrent, et la transforment en eau potable, et certains en eau pure, selon la méthode de filtration. Cette eau potable ainsi traitée, est même de meilleure qualité que celle du robinet, et elle est régulièrement stérilisée par la machine, pour garder sa qualité. N'hésitez pas à vérifier tout ça. Ainsi, embarquant les mêmes procédés que ces fontaines, les voitures à hydrogène, pourraient donc aussi capter l'humidité de l'air, et la transformer en eau pure. Ensuite, par électrolyse, elles transformeraient cette eau pure en hydrogène, et le stockeraient dans leur réservoir, en roulant et même à l'arrêt, grâce à leurs éoliennes et leurs panneaux solaires, comme le font les stations à hydrogène. Puis, lors d'une troisième opération, lorsque la voiture serait démarrée, c'est le moteur à hydrogène qui la ferait rouler, grâce à l'hydrogène ainsi produit, puis stocké dans ses réservoirs. De cette façon, grâce à ces 3 dispositifs complémentaires, les voitures à hydrogène pourraient être totalement autonomes en énergie. Fini les pompes à essence. Vous vous rendez compte? Vous pourriez avoir des voitures totalement propres et silencieuses, et avec lesquelles vous n'auriez même pas besoin d'aller faire le plein. Jamais. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Ce n'est pas de la science-fiction. Vous savez déjà faire tout cela. Et vous savez quoi? Il y a 6 fois plus d'eau dans l'atmosphère, que dans tous les cours d'eau réunis de la planète. Et elle se renouvelle en permanence. Toutefois, il faut quand même dire ici, que ce type de voiture à hydrogène, totalement autonome, devrait être un peu différent, et volumineux, par rapport aux voitures actuelles, du fait de l'ensemble des cuves et machines à embarquer, selon les performances auxquelles elles seraient destinées. Et comme exemple, nous allons prendre le plus compliqué à réaliser, c'est-à-dire celui d'une voiture à hydrogène, qui serait totalement autonome en carburant, et avec laquelle on voudrait rouler durant toute la journée, et tous les jours. Ainsi 2 conducteurs seraient obligés de se relayer pour cela, et respectant la sécurité, ils s'arrêteraient quand même 20 minutes toutes les 2 heures. Ainsi, cette voiture devrait rouler pendant 20 heures au total, et parcourir 2000 km, à 100 km/h de moyenne, et ce tous les jours. Le truc donc vraiment improbable. Mais soyons fous, car qui peut le plus peut le moins. Alors si on peut réaliser un véhicule autonome en énergie pour atteindre ces performances-là, on doit pouvoir en faire pour réaliser tout autre type de performance. Mais avec cet exemple, cette voiture autonome en énergie, serait la plus grosse du marché. Et ainsi, pour pouvoir embarquer toute la machinerie nécessaire, elle devrait être une fourgonnette de taille moyenne. C'est-à-dire pouvant charger un canapé 3 places à l'intérieur. Elle serait ensuite modifiée, en gardant les 2 places devant, mais en ajoutant 2 autres derrière. Cela prendrait comme place, déjà un peu moins que sa moitié. Ensuite, sa moitié arrière comporterait tout l'appareillage nécessaire à ces performances-là. Voilà les dimensions qu'elle devrait faire. Mais moins de temps on voudrait rouler par jour, moins le véhicule serait de taille imposante. L'idéal, serait un véhicule produisant 250 litres d'hydrogène par jour, avec 3 bonbonnes de 700 litres d'hydrogène en réservoir. Il parcourrait chaque jour entre 150 et 200 km, et stockerait le surplus dans ses réservoirs, de façon à pouvoir faire 2000 km d'une traite, disons une fois par mois, pour partir en vacances. Cet autre véhicule, plus adapté à une consommation classique, devrait avoir la taille d'un minivan, avec 4 places. Ça resterait quand même un peu plus volumineux qu'une voiture classique, ok. Mais là, on ne parle pas d'une simple voiture à hydrogène, mais d'une voiture à hydrogène, qui n'aurait jamais besoin d'aller faire le plein. Comprenez bien. Il ne faut pas non plus perdre de vue, que plus la technologie avance, plus son volume se rétrécit. Et si la demande de ce type de véhicule explosait, la recherche ne tarderait pas à se pencher dessus. Ainsi, cette transition de grosses voitures, pourrait ne durer qu'une petite dizaine d'années, avant de revenir à des voitures plus petites. Mais la différence, c'est qu'elles seraient totalement propres, silencieuses, et autonomes en énergie. Et avec le nombre, leur prix chuterait. Ainsi, tout cela serait donc logique, et simple à faire.
Mais ce n'est pas le cas, uniquement parce qu'actuellement, depuis 70 ans, la créature de votre monde, ce n'est plus l'être humain. La créature de votre monde, c'est l'économie. Et elle repose sur le pétrole. L'être humain n'est devenu progressivement pour elle qu'une vieille et vile ressource interchangeable, utilisée pour la faire fonctionner, comme l'huile d'une grosse machine, énergivore et polluante. Le tout au seul profit d'une toute petite poignée d'individus, pas toujours très recommandable. Au cours de nos vidéos, nous allons vous démontrer que votre civilisation n'a pas besoin de l'économie, ni du système financier pour fonctionner, et qu'ils impliquent d'ailleurs beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Mais il vous incombe d'abord, de décider que votre monde doit être fait pour servir l'homme, et non pas qu'il doit utiliser l'homme pour servir l'économie. La vraie question est donc de savoir, s'il doit être fait pour tout le monde, ou seulement pour une poignée d'individus, au détriment de tous les autres. Notamment en les obligeant à travailler sans cesse, dans leurs limites de l'acceptable, uniquement pour faire tourner un système financier, fonctionnant comme un entonnoir à l'envers, au profit considérable de quelques-uns, qui ne souhaitent donc surtout pas que cela puisse changer. Quand vous aurez fini de philosopher à ce sujet, vous pourrez passer à la prochaine vidéo. Car cette partie étant un poil trop longue, nous sommes obligés de la diviser ici en 2 vidéos distinctes. Il y a en effet encore beaucoup d'autres inventions, dont nous devons vous parler au sujet de l'énergie. Pour la produire, améliorer ses rendements, ou pour faire chuter ses coûts de production. Donc, pour entendre la suite de notre exposé au sujet de l'énergie de la civilisation 5.0, merci de bien vouloir poursuivre vers la 3e vidéo de notre série, contenant aussi des éléments capitaux, pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle civilisation possible. À bientôt. Et pensez-y. Bisouillis.